Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine pour un nouveau Bonjour d'Algérie qui va s'intéresser d'abord à la grippe saisonnière et à la campagne de vaccination qui est en train de se dérouler et qui est encore valide jusqu'à 2-3 semaines encore. On parlera ensuite de cheval-barbe mais aussi de patrimoine palestinien avec Mohamed Lalmi. Ensuite, nous parlerons de poésie avec Douadi Boussla qui viendra d'El Kalalem pour nous parler de ses derniers écrits, normalement aussi de 2-3 poèmes qu'il a écrits spécialement pour l'événement et pour montrer sa solidarité avec nos frères palestiniens. Mais nous allons d'abord commencer par la grippe saisonnière et nous recevons avec beaucoup de plaisir le professeur Atoui Naziha qui est épidémiologue ou épidémiologiste. Très bien, voilà, je me rectifie, épidémiologiste qui va nous parler de la grippe. Bonjour madame. Bonjour monsieur Belkhaïdia, c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Plaisir partagé. Beaucoup. Alors la grippe saisonnière, c'est chaque année. C'est la période, mois d'octobre, novembre, on essaie un peu de se prémunir, on essaie de médiatiser un peu cette campagne de sensibilisation qui est là, pour encourager les gens à se vacciner. D'abord, petit rappel, c'est quoi la grippe exactement ? La grippe, c'est une infection respiratoire aiguë. Et c'est dû à plusieurs virus. Il y a une grande variété de virus. Et cette variété est liée sur le plan beaucoup plus du génome qui circule pas uniquement en Algérie, c'est dans le monde, et ces virus sont surveillés par l'OMS, sont sous surveillance par l'OMS. Alors cette année, je crois qu'il y a 2 virus qui sont identifiés. Bon, le H1N1, Oui. H1N1, je crois comme ça qu'on prononce en anglais, mais il y a aussi le H3N2. C'est des variants, c'est quoi exactement ? Ce sont des sous-types de la grippe virale A. Justement, le vaccin grippe, il est composé de 4... il y a deux sous-types de la grippe A et 2 types de la grippe B. Il y a le H1N1 et le H2N3 pour la grippe A. Très bien. Alors, le virus de la grippe revient chaque année au mois d'octobre. Ça, on le sait. Fin septembre, début octobre, on appelle les gens à se vacciner. Alors, des fois, c'est vrai que des fois, il y a des réticences, mais ces dernières années, surtout avec la Covid et l'épidémie, je crois que les gens ont pris un peu conscience de la nécessité, de l'importance du vaccin. C'est vrai. La grippe, c'est un phénomène saisonnier. C'est-à-dire chaque saison, beaucoup plus en hiver, on trouve des épidémies de grippe. Et donc, il faut faire le vaccin pour prévenir la grippe. Alors c'est bien de dire qu'il faut faire le vaccin parce que certains n'ont pas encore compris la nécessité de se vacciner. Certaines personnes ont peur de se faire vacciner, on ne sait pas pourquoi. Et se faire vacciner, on doit se protéger, c'est une protection. C'est une protection. Et donc, quand on se vaccine, il y a le vaccin, c'est-à-dire l'organisme, il va fabriquer des anticorps. Des anticorps, donc il y a une immunité acquise qui va protéger la personne ou bien le sujet réceptif du vaccin et qui va protéger. C'est vrai, la durée, elle n'est pas vraiment longue. Elle est limitée, mais en principe, on doit se vacciner chaque saison pour se prévenir contre la grippe. Alors, on se trouve dans une région où la grippe arrive à peu près fin octobre, début novembre, oui, et jusqu'au mois d'avril. Oui. Ça, oui. c'est la saison d'évolution de la grippe, Exact, c'est ça. Oui. Mais nous sommes, nous sommes tous concernés par le vaccin, alors que certains vous disent, je préfère laisser le corps réagir et produire son immunité, alors que c'est peut-être une fausse. C'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Donc il faut se faire vacciner parce que quand on contracte ou bien on rattrape le virus de la grippe, il n'y a pas une immunité. C'est-à-dire ça, on va pas développer l'organisme, ne va pas développer des anticorps. Il faut faire le vaccin pour développer les anticorps. Et ces anticorps, ils ont un rôle
de protection. Il protège la personne vaccinée. C'est vrai, c'est tout le monde qui est concerné, mais il y a des populations cibles vraiment prioritaires par rapport à d'autres. C'est normal, il y a une tranche d'âge, d'abord les personnes âgées, Oui. parce que l'immunité baisse, Oui. elle est moins virulente, elle est moins forte qu'une personne qui est plus jeune, mais aussi les malades chroniques. Oui. Il doit faire attention, Exact. parce que la surinfection peut avoir des dégâts sur... L'âge en lui-même, c'est un facteur de risque. Donc, les 65 ans et plus, quel que soit malade ou non, C'est obligatoire. C'est obligatoire pour les 65 ans et plus. Et il y a également les enfants, il y a les femmes enceintes, il y a les enfants âgés de 6 mois à 17 ans qui sont concernés par la vaccination. Ah, on peut faire vacciner les enfants? Oui, bien sûr. On doit? On doit vacciner les enfants et les enfants beaucoup plus malades, les malades chroniques. On doit vacciner de 6 mois, pas moins de 6 mois, parce que normalement, les moins de 6 mois sont nés des mères vaccinées. Très bien. Donc, sont protégés. Et c'est une protection, on l'appelle protection passive par les anticorps maternels. Au-delà de 6 mois jusqu'à 17 ans, en principe, on fait une dose de vaccin de 0,5 ml pour les enfants qui n'ont jamais été vaccinés, c'est 2 doses. Les enfants doivent recevoir en IM 2 doses de 0,5 ml à un intervalle de 4 semaines. Et pour les enfants qui ont été déjà vaccinés auparavant, on dose une dose unique de 0,5 ml. Alors, il faut dire que le vaccin est quelque chose de très bénin. Au contraire, c'est très bénéfique. Ça n'a il n'y a aucun risque pour n'importe quelle personne qui fait le vaccin. Il n'y a absolument aucun risque parce que quand on vaccine, parmi la logistique de la campagne, d'une séance au cours d'une séance de vaccination, il y a une traçabilité, un registre pour la surveillance des effets indésirables. Donc, en parallèle, on surveille les effets indésirables du vaccin. Jusqu'à présent, on n'a pas enregistré d'effets indésirables. Bien au contraire, il n'y a que des bienfaits. Exactement. Il n'y a que des bienfaits pour ceux qui se vaccinent. Bon, c'est vrai qu'il y a une petite réaction de la peau, petite réaction, mais parce que c'est un virus qui est endormi et c'est pour l'identifier pour ensuite, quand le virus vient, le corps connaît déjà ce virus, il saura se défendre. Oui. C'est à peu près ça, c'est pour... Oui, c'est un virus inactivé. Et ça veut dire inactivé, tué. Donc, ce n'est pas un virus atténué. C'est un virus inactivé. Ah, d'accord, inactivé. Inactivé, tué. Donc, c'est un vaccin qui n'a pas... Et c'est vrai qu'il a des contre-indications. Par exemple, si quelqu'un qui a une allergie donc, à l'œuf, donc on doit faire attention. On doit surveiller le choc anaphylactique. En dehors du choc anaphylactique, il y a des effets indésirables qui sont bénignes, tels qu'une petite douleur au point d'injection, tels qu'un petit gonflement, tels qu'un petit érythème. Ça ne contre-indique pas la vaccination. Voilà. Au contraire, c'est une réaction tout à fait normale. Voilà. Alors la campagne de vaccination chez nous en Algérie a commencé depuis déjà la fin du mois d'octobre. Elle se déroule maintenant, nous sommes en pleine vaccination. Alors, c'est régulier en Algérie. Chaque année, il y a le vaccin et il est disponible non seulement en pharmacie, mais dans les polycliniques. C'est ça? Oui. Oui, justement, le ministère, chaque année, lance la campagne de vaccination contre la grippe. Il y a non seulement les structures de santé des polycliniques, les PM et les salles de soins qui sont concernées. Donc, toutes les structures de santé publics sont concernés par la vaccination, sont mobilisés. Il y a également les pharmaciens qualifiés par le ministère de la Santé. Et qualifiés, c'est-à-dire les pharmaciens qui sont autorisés à faire la vaccination anti-Covid, contre la Covid-19. Uniquement sont autorisés à faire la vaccination contre la grippe. Très bien. Alors, nous allons prendre juste un cas, parce que nous nous sommes rendus à la polyclinique de la cité Zouari Slimane à Constantine, pour essayer de voir comment se déroule la campagne. Reportage.
الحملة الوطنية لتلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية، حيث عرفت هذه السنة على غير السنوات الماضية عرفت إقبال كبير من طرف المواطنين، وخاصة من الشرائح الهشة اللي هي الناس المسنين، النساء الحوامل وذوي الأمراض المزمنة. كانت هناك سبقتها حمليات توعوية من أجل رفع الوعي الصحي لدى المجتمع. راح تكون هنا خرجات مبرمجة للمساجد. الحمد لله احنا جازت علينا في وقت مضى جائحة كورونا اللي رب ضارة نافعة، اللي هي الناس عادت الله يبارك واعية، عادت هي اللي تجي هي اللي تحاول، ونتمنى ان شاء الله نزيدوا ننجحوا اكثر، لانها مازالت مستمرة الى اسبوعين او ثلاثة، لانه الكل يعرف بانها لازم تكون في شهر اكتوبر ونوفمبر. La campagne a débuté le 30 octobre 2023 et on a spécialisé cette campagne en ce qui concerne les employés de la structure. Tout le monde, tous les employés ont bénéficié de leur quota de vaccination. Et le 31 octobre, on a entamé la campagne vaccinale concernant les citoyens de la population de Constantine en général. Donc les malades se font recrutés par le biais de leurs médecins spécialistes qui les orientent directement vers la vaccination qui se trouve au niveau de la polyclinique. Les malades تاعنا soit يجيو directement عندنا على جال le vaccin, soit au niveau de la consultation. سما même les médecins اللي راهم في la consultation هذو الناس ينصحوهم، قال فوالا نبدينا le vaccin antigrippal surtout الناس اللي يقولوا سي لي جون اجي، الناس الكبار في السن اللي اكثر من 65 سنه، علاه المناعه تاعهم تكون ناقصه. عندنا لي مالادي كرونيك، الامراض المزمنه سواء السكر، لا طونسيون، امراض القلب، امراض الكلى، هذو ثاني المناعه تاعهم تكون ناقصه. دونك ننصحوهم باش يديروا لو فاكسان هذا. لو بيرسونيل دو لا سونتي، عمال الصحه لانهم اون كونتاكت ديريكت دونك راح يكونوا معرضين. عندنا الاطفال ثاني اللي عندهم امراض مزمنه، عندنا لي بيلغان اللي رايحين للعمره والحجاج، عندنا لا فام انسانت النساء الحوامل. هادو ننصحوهم باش يتقربوا المراكز تاعنا ويديروا لو فاكسان، يعني المصلحه تاعهم. وكيما كنا تشوفوا سقسينا الناس قال لك باللي كي بدينا نديروا لو فاكسان هذا عندنا ما نمرضوش بزاف، ما نصدروش بزاف. C'est une main d'or اللي قاستني هنا. C'est une main d'or. الحمد لله. وشاك اني نجي هنا، هذه هي بلاصتي هنا. شاك اني نجي هنايا ندير مون فاكسان كوم تو الموند ونروح فرحان. من نهار بديت ندير الفاكسان انتي غريبال الحمد لله. مالفا قد عندك كنتي ديري الفاكسان؟ واحد 4 5 ولا. أنا بور موا لو فاكسان سي اون فورماليتي. شاك اني انا كل عام انا ومدام فودرك جي لو فاس، على بالي باللي معاوني كي ندير الفاكسان ما نصدرش بزاف، ممكن نصدر تجي خفيفه، سورتو لي مالاد كرونيك. انا هيبرتوندي، المراه عندها السكر. شوف انايا باسكو جو ان بو فراجيل كوتي سانتي، j'ai des allergies à longueur d'année. تسمى جيتي اوبليجي دو لو فير لا بروميير فوا، قالوا لي ديريها دوك تساعدك. لقيت اني في صح ما عادش نصدر بزاف في الشتاء effectivement. Donc je le fais chaque année. كل عام سي لو رونديفو. دركا جا مون ماري قال لي جو في فوار دقيقه ولا عندي، قال لي درتو هيا نديك، قلت هيا بعد وليت نجري. قلت له قعدت قال لي يا با دو موند et ça va vite. قلت له انا نمشي. Justement c'est avec l'âge je suis obligée de le faire parce que j'ai une fille médecin me l'a conseillé. قالت روحي دير الفاكسان انتي غريبال. قالت لي ميم بابا دير معاك، مي هو ثاني عاد يديرو. ça fait 3 ans عاد يديرو. il devient plus fragile شويه. Voilà, donc un exemple de centre de vaccination ou de point de vaccination. Alors, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous regardez, quand vous avez vu ces images? Alors. C'est la polyclinique du Zoiré, c'est ça. Très bien. Premièrement, c'est l'accueil. Donc l'accueil, c'est très primordial. Important. Vous avez vu comment les Oui, les l'accueil, c'est primordial. Donc, je remarquais l'accueil, il est bien.
Également, il y a les citoyens qui sont déjà informés, sensibilisés sur le vaccin, sur les bienfaits du vaccin. Il y a également je vois qu'il y a une coopération de la part de... C'est toute une équipe de vaccination Oui, qui est oui, là. justement. Voilà, c'est important, ce n'est pas seulement une personne. Oui. Voilà. Et justement, concernant la composition de l'équipe vaccinatrice, normalement, il doit y avoir un médecin. Effectivement, il y a le médecin. Il y a l'agent administratif pour la traçabilité, pour l'enregistrement de l'acte, du numéro de lot, toutes les informations qui doivent être enregistrées. Et il doit y avoir au minimum 3 agents vaccinateurs. Et effectivement, donc, concernant la disponibilité des moyens humains, matériels, j'ai encore remarqué également la glacière, la présence de la glacière, Oui. l'icebox. Donc, le matériel d'achat de foie au cours de la séance de la vaccination est très important. En conservant le vaccin dans un réfrigérateur et au cours de la séance de la vaccination, Dans une glacière. Oui. Voilà. On doit le moment d'entamer, de commencer la séance. Donc, même pour le transport, l'acheminement du vaccin, de la pharmacie à la polyclinique doit être transporté dans des bonnes conditions, doit respecter la chaîne de froid, c'est important. Donc on va dire que ce point de vaccination Oui. est conforme aux recommandations, non pas seulement du ministère, mais de l'OMS. Oui. Parce que c'est important de dire que ce n'est pas seulement une personne qui doit vacciner, mais toute une équipe qui Oui. est là. Aussi, le vaccin doit être bien sûr conservé dans de bonnes conditions. Mais Oui. tout ça, c'est très important. Oui. Et tout ça, c'est pour le bien du malade. Mais aussi, on a remarqué que même les médecins, Oui. les autres médecins dans la polyclinique, comme entre parenthèses, ils disent ils recrutent les malades. C'est-à-dire Oui. qu'ils interpellent les sujets qui viennent chez eux, qui sont âgés, pour les convaincre d'aller faire le vaccin. Exact, Voilà. parce que le médecin il est convaincu. Voilà. Donc, quand le médecin il est convaincu, il essaie de faire tout pour convaincre le citoyen. Donc là, on va dire, les conditions sont réunies pour que la campagne de vaccination se déroule le plus normalement du monde. Mais il y a aussi l'effet Covid qui a un peu suscité ou soulevé l'intérêt des citoyens qui maintenant sont conscients qu'ils doivent se faire vacciner. Ça, c'est bien. C'est un feedback qui est bien, qui est noté, qui est enregistré dans le milieu médical. C'est ça. Justement, je profite de ce point. Le citoyen, il peut faire les 2 vaccins à la fois. Comme c'est un vaccin inactivé, le vaccin de la grippe, c'est un vaccin inactivé, donc on peut le co-administrer avec d'autres vaccins. Donc on peut faire les 2, le vaccin antigrippal et les rappels, les doses de rappel de la vaccination, bien de vaccin contre la Covid-19. Très bien, donc tout est réuni, on va dire, pour... Oui. Mais cela n'a pas encore... c'est pas suffisant. Il faudrait encore appeler les citoyens, ceux qui sont en retard, ceux qui ont oublié, parce qu'il faut dire que les conditions climatiques sont un peu favorables à une petite froideur. Les gens ne sont pas très intéressés parce qu'il fait encore chaud. Il ne pleut pas, le froid ne vient pas, il tarde à venir. Oui. Donc les gens ne sont pas très intéressés par la vaccination. Oui, d'où le rôle des masses médias, en principe la télévision, la radio. Nous sommes là. Nous sommes là pour sensibiliser. vous êtes là. Et la preuve, cette émission, vous êtes là pour dire aux gens, il faut aller faire le vaccin, il faut se protéger contre la grippe, parce que cette grippe, elle peut se compliquer, elle peut entraîner des formes sévères. Des formes sévères, le malade il peut aller jusqu'à l'hospitalisation et même le décès. Il faut savoir que 99% des enfants âgés de moins de 5 ans décèdent par l'infection respiratoire. La forme, les complications de la grippe par les pneumopathies. Donc on doit protéger non seulement l'adulte, la femme enceinte, l'enfant et le professionnel de santé. Au milieu professionnel. Surtout, c'est vrai qu'on commence d'abord par les professionnels en matière de vaccin. Ça, c'est les premiers à se faire vacciner. Ensuite, bien sûr, les citoyens, parce que eux, ils sont en contact direct avec. Il faut dire que quand on disait la Covid tue, la grippe tue aussi. Les personnes fragiles, les personnes âgées, la grippe tue chaque année. Il faut insister sur ça. C'est un fait, il ne faut pas le cacher. C'est exact, oui. Il y a des décès, il y a des épidémies de grippe.
qui se produisent et qui passent inaperçus. Parce qu'il n'y a pas vraiment parce que la grippe, c'est pas une maladie à déclaration obligatoire. Donc, il y a beaucoup de cas qui passent inaperçus. Et il y a également, il n'y a que les formes sévères hospitalisées captées au sein des services d'hospitalisation qui sont déclarées. Mais pour le reste, les cas de grippe, surtout les épidémies familiales et tout ça, les cas groupés au sein de la famille, ils ne sont pas déclarés. Ce qui complique un peu votre mission en tant qu'épidémiologiste, parce que vous surveillez, vous faites partie d'un comité de surveillance de l'évolution de la grippe en Algérie, c'est ça, qui a été installé récemment? Oui. Et justement, je suis la coordinatrice de la wilaya de Constantine. Et Constantine a été désignée en tant que wilaya pilote pour la première fois le 26 octobre. Elle a été impliquée dans un réseau sentinelle de surveillance de la grippe. Alors c'est quoi exactement le réseau sentinelle? Expliquez-nous. Le réseau, il est fait des médecins, des praticiens, publics et privés, volontaires, pour surveiller les cas de grippe. C'est quoi surveiller? Déclarer les cas cliniques et en même temps faire des échantillons, des prélèvements au niveau de nasopharyngée, au niveau de la gorge, faire des prélèvements et on doit les envoyer, les acheminer vers l'Institut Pasteur. Pourquoi surveiller? C'est pour identifier les souches qui circulent en Algérie. Et le réseau de surveillance de l'Algérie, il participe à une surveillance internationale. C'est-à-dire que c'est un réseau qui se fait en collaboration avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et on adresse les échantillons vers l'Institut Pasteur Alger. Et l'Institut Pasteur Alger, bien sûr, il est en communication directe avec l'OMS. Très bien. Donc c'est tout un réseau, vous surveillez là où se trouve la grippe. Ça veut dire, vous disiez que ce n'est pas une maladie à déclaration obligatoire. Oui. Même, je crois que dans beaucoup de cas, les gens ne se rendent même pas chez le médecin. Quand il y a l'automédication, les gens achètent un peu de paracétamol, un peu de tisane, et ils prennent même des fois des antibiotiques à tort peut-être. Voilà. Et après, on ne peut pas identifier cette grippe. Bon, on peut même pas. Alors pour aider, quand on est malade, il vaut mieux aller chez le médecin. Ça, c'est la première recommandation. Exact. Pour ce qui est de la déclaration, c'est vrai que la grippe, ce n'est pas une maladie de déclaration obligatoire, mais la surveillance des nouveaux sous-types, nouvelles souches, sous-types, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Quand l'Institut Pasteur, il arrive à identifier, il détermine des sous-types, des variants, nouveaux variants, donc il doit les déclarer systématiquement à l'Organisation mondiale de la santé. C'est obligatoire et en plus, c'est pour le bien communautaire, parce que quand on identifie une nouvelle souche, ça veut dire que l'année prochaine, ça sera compris dans le vaccin pour se prémunir de cette souche. C'est pour expliquer. Pas uniquement pour la composition du vaccin, mais également pour éviter, c'est pour la prévention d'une pandémie, d'une éventuelle pandémie. L'exemple de la Covid-19, quand on découvre un nouveau variant, une nouvelle souche, on doit la déclarer à l'OMS dans le but d'éviter la pandémie, la propagation du virus à d'autres pays. Et il faut reconnaître que les deux maladies sont très proches, et la grippe, ils ont pratiquement les mêmes symptômes, à peu près. Bon, oui. Et sur le plan clinique, les critères cliniques, il y a de la fièvre, il y a certains symptômes qui sont constants pour les deux. Par exemple, il y a de la fièvre 38 et plus pour la grippe, également pour le Covid, il y a des myalgies. Il y a de la toux, éternuement et tout ça. Donc, sur le plan clinique, on trouve la grippe, l'infection respiratoire, l'infection respiratoire aiguë, l'infection respiratoire aiguë sévère, la Covid-19. Donc, sur le plan clinique, donc presque les mêmes critères cliniques. Mais sur le plan biologique, Bon, c'est autre chose. Bien sûr, ce sont deux maladies différentes, mais qui se ressemblent beaucoup et qui ont besoin aussi des tissus, des cellules pour se reproduire. C'est à peu près la même chose, parce qu'un virus a besoin de s'accrocher à autre chose pour se multiplier. Et je profite de ce point pour vous dire que la grippe,
C'est une maladie saisonnière. Par contre, la Covid-19, elle se trouve durant toute l'année. Toute l'année, voilà. Et donc, c'est durant toute l'année, d'où l'intérêt de se protéger contre la Covid-19 également. Et concernant la multiplication, effectivement, il y a par exemple le nez, l'orénopharynx, il y a des endroits où le virus il se multiplie au niveau de l'épithélium. Justement, quand on fait le prélèvement, on doit gratter les cellules épithéliales à la recherche du virus. Là où le virus il est hébergé, il peut se multiplier, etc. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire aussi, parce que on a presque tout dit sur la grippe, mais c'est surtout appeler les citoyens à ne pas à éviter l'automédication. Ne prenez pas des médicaments directement sans consulter le médecin. On a cette fâcheuse habitude de le faire. Et il faudrait peut-être inviter nos amis à aller voir le médecin. Et puis les polycliniques sont ouvertes, les médecins sont là, le CHU est là aussi. Donc on peut se faire consulter n'importe où et à n'importe quel moment. Il y a deux problèmes. Il y a le problème d'automédication. Il y a le citoyen qui se présente chez le pharmacien. Et il y a, c'est vrai, donc, en principe, le pharmacien ne doit pas lui vendre les antibiotiques sans ordonnance. Il y a également la prescription abusive des antibiotiques. Donc, en principe, la prescription laisse ce qu'on est rationnelle. On ne doit pas prescrire l'antibiothérapie n'importe quand, n'importe comment. Et une petite toux, ça ne nécessite pas l'antibiothérapie. Une petite fièvre, ça ne nécessite pas. Un petit mal de gorge, ça ne nécessite pas. On prend juste un comprimé de Doliprane avec une tisane. Et tout va rentrer dans l'ordre en principe, parce que la guérison, elle est spontanée. Elle se fait au-delà du 3e jour. À partir du 3e jour, en principe, le malade est guéri. Ça ne demande même pas l'antibiothérapie. Parce que c'est une guérison qui est systématique et spontanée. Mais il faut consulter le médecin. Il faut consulter. De l'intérêt, c'est vrai, en Algérie, on n'a pas cette culture du médecin de famille, ce qui est très important. Oui. Normalement, chaque famille a son médecin ou qui connaît, ça lui facilite le travail, qui connaît toute la famille, tout le profil de chacun, les maladies de chacun. Donc c'est bien d'avoir un médecin de famille, ça serait très bien pour apprendre cette bonne habitude. Oui. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Hein. Oui. Et même vous, en tant qu'épidémiologiste, ça vous aide beaucoup parce que ça, vous identifiez peut-être que le médecin a plus de facilité à communiquer le nombre de malades, le nombre de cas qu'un citoyen. Oui, il n'y a pas mieux, bien sûr. Il n'y a pas mieux que d'avoir un médecin traitant de la famille, qui connaît toute la famille, qui connaît les facteurs de risque de la famille et qui, même dans le cadre de la prévention, il peut intervenir. Il peut intervenir pour protéger toute une famille, pas une seule personne. Le médecin de la famille ne va pas prendre en charge une seule personne, mais c'est toute la famille et même l'entourage de la famille. Très bien, on arrive à la fin. Peut-être qu'il y a un message que vous voulez faire passer à nos amis qui nous regardent, parce que c'est très important, surtout concernant la grippe saisonnière. Donc, quel message vous voulez laisser chez nos amis citoyens? Certainement, je dois parler de la vaccination. Donc, le vaccin est disponible au niveau de toutes les structures publiques de la wilaya de Constantine, au niveau de toutes les polycliniques, salles de soins. Il y a des quantités suffisantes pour tous les patients concernés, pour toute la population concernée. Il y a même au niveau des pharmacies. La pharmacie du coin, de la rue, vous trouverez votre vaccin. Donc, il faut faire votre vaccin pour se protéger contre la grippe, parce que la grippe, elle peut compliquer, elle peut entraîner une forme sévère, qui peut aller jusqu'à l'hospitalisation et même le décès quand la personne malade, pour les malades chroniques, fragiles, les enfants, etc. Très bien, merci beaucoup, professeur Hatoun Nazia. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste au CHU de Constantine et que vous faites partie du réseau de surveillance, le réseau Sentinelle de surveillance de la grippe saisonnière, c'est ça? Oui, la grippe et la Covid-19 en même temps. Très bien, les deux. Les deux, oui. Eh bien, on vous souhaite bon courage dans votre noble mission, en espérant bien sûr que nos amis téléspectateurs qui nous suivent ont été instruits, ont reçu beaucoup de bonnes nouvelles, d'informations
pour aller se faire vacciner, parce que c'est très très important. N'oubliez pas, le vaccin est disponible dans plusieurs, et même je crois qu'il y aura des campagnes de vaccination dans les mosquées, dans les lieux publics, avec les associations. C'est pour essayer un peu de vulgariser la campagne de vaccination. Vous voulez ajouter quelque chose? Au niveau d'Yar Rahma, ils sont en train de vacciner au niveau d'Yar Rahma. C'est ce qui est bien, voilà, Diyar Rahma. Donc, il y a tout un dispositif qui a été mis en place pour vacciner les personnes âgées, ceux qui sont en détresse peut-être. Parce que Diyar Rahma, c'est la maison qui accueille les gens en détresse un peu. Donc voilà. N'oubliez pas, le plus important, c'est de se faire vacciner. Et puis surtout pour les gens, les malades chroniques. Et les malades chroniques, on célébrait la semaine passée la journée mondiale du diabète. J'ai retenu ce petit reportage réalisé par Fayrouz Marabet qui s'est rendu à la maison du diabétique, du diabète, qui se trouve à Constantine. C'est bien d'avoir une structure dédiée au diabète. C'est juste pour transiter vers un autre sujet, suivant le reportage. هنا دار مرضى السكري مخصصة لداء السكري اسمها ينبيع عليها. عندنا هنايا اون ريسوا لي مالاد دو لا ولاية دو كونستانتين كامل اللي مرض بداء السكري. وداء السكري كما نعرفوا فيه صنفين. عندنا الصنف الأول اللي هما لي مالاد انسوليني كما اليوم بعد الأمسية هذه عندهم اون كونسلطاسيون خاصة بهم، خاصة بالفئة تاع لا ترونش داج تاع لي جون. احنا لهنا نقبلوهم من 15 سنة فما فوق. والفئة الثانية اللي هي تيب 2 اللي تما يكونوا فيها داء مرضى السكري تيب 2 معروف باللي وراثي عندنا هذا كل يوم. احنا بالعين المجردة تبان لنا باللي الإصبع تاعنا راه نظيف، ولكن في واقع الحال تحت المجهر راهي تتخلف فيه ماكلة اللي ما تبانش. كي ما نغسلش يدي تخرج هذيك القطرة تاع الدم تختلط مع هذيك المكونات اللي راهي متراكمة على الإصبع تاعنا، ومن بعد القياس تاعنا راح يعطينا رقم زايد. في الحالة العكسية من ذلك لما يدي تكون مرنخة ماهيش مشيحة مليح، القطرة تاع الدم راح تختلط مع الماء هذاك أو راح تختلط مع الألكول هذاك اللي نستعملوه وتتمية القطرة هذيك تاع الدم ويولي القياس تاعي منخفض، يعني الأرقام راح تولي عندي أرقام غلطة. لهذا دايما كي نعود راح نقيس نغسل يديا ولازم نشيحهم مليح. قبل ما نحقن نسخن صبعي باش القطرة تاع الدم تخرج لي ليه. نسخن صبعي هكا ومن بعد ندير الحقنة تاعي ونستعمل القطرة هذه. بعد تفطروا الصباح بارك والاخرين هيا تفضلوا ناقشوني شويه وشويه زيت في الواحد والخبز داكو ولا كسره. التنظيم الغذائي والجهد العضلي، ومن بعد اون تخوازيام بوزيسيون باه يجينا الدواء. لو كان ما نركزوش على زوج حوايج هادو الدواء وحده ما يدير لنا والو. المشكل الأول والأحرى بنا أن نحتفظوا بأسناننا ونعطيهم القيمة تاعهم. أسناننا مهمين جدا. طبيب الأسنان راهو طبيب شخصي تقدر تثق فيه وتقدر تقول له كل شيء وهو يتكفل به. محمد زكريا، عمري 33 سنة، مريض نوع السكري نوع أول منذ حوالي 10 سنوات. مرض السكري نوع أول هو مرض يمكن التعايش معه، يعني على الأقل إنسان يقدر أنه يتعايش معه وكأنه غير مريض، لأنه يقدر يأكل أي شيء ولكن بمقدار على حسب المقدار اللي يأكله يقدر يضرب الأنسولين. فيه مشاكل أنه كاين سقوط ولا انخفاض تاع مستوى السكر، ولكن بالتعايش معه التوعوية كما الانسولين ثيرابي فونكسيونيل ولا في لي بوليكلينيك ولا عند الأطباء، أنك تتعايش معه، تعرف واش تاكل، تعرف قداه وقتها تضرب، تقدر تعيش معه بطريقة عادية وتقدر تعتبر أنك ماكش مريض. التخمام يلعب دور. ساعات راك ندير ما نقولوش الرجيع، راهو الانسان منضبط في الاكل، منضبط في العادات نتاعو، يمضغ مليح، ينظف، يدير كل اللي يلزم، بصح السكر طالع.
علاه باسكو حنا ما نعرفوش نعبروا على الشيء الداخلي نتاعنا الاوجاع نتاعنا من واش رانا نعانيو نقسم المرض تاعي ونعيش معاه ونقسمه معاه كما كانت يقولوا الزملاء مع افراد العائله مع باسكو كي نتحدث راح نطرح هذاك الشيء اللي يقعد لي داخلاني. Voilà, on restera sur, bien sûr, la sensibilisation et puis à ces maladies, surtout les malades chroniques. Et là, je m'arrête juste un petit instant. On vient juste de m'apprendre que le père de notre ami et collègue, chef monteur, Nazar Qbeili, eh bien, son père vient de décéder à l'instant. Rabbi Yarhamou lui présente nos plus sincères condoléances au nom de toute la station régionale, mais aussi tous les collègues de la télévision. Rabbi Yarham al-Hajj, qui vient juste de nous quitter. Bon, l'information vient juste de m'être communiquée. J'en profite aussi pour présenter nos plus sincères condoléances à notre ami Darben Farouk qui a perdu sa maman hier, qui a été enterrée. Ben, voilà, c'est la vie continue, mais nous, on est là quand même pour soutenir nos amis dans ces moments difficiles. Alors, je reçois notre ami Mohamed Al-Almi, qui est devenu une figure connue à la télévision de par ses recherches dans l'histoire et dans le patrimoine, c'est ça. مرحبا بك محمد d'abord. يبارك فيك يعيشك. نقولوا اللي ماتوا ربي يرحمهم واللي ما زالوا حيين ربي يطول في عمرهم ربي يصبرهم. Alors voilà, donc aujourd'hui on vous a invité pour nous parler d'abord d'un je ne sais pas comment l'appeler, mais il fait partie du patrimoine. C'est notre identité, c'est notre culture. C'est le cheval barbe qui fait partie, pratiquement, parce que quand on identifie l'Algérien, c'est-à-dire l'Amazir, l'homme libre, on identifie à sa terre et à son cheval. Absolument, absolument. Absolument. Et sa dignité, sa dignité, bien sûr. De l'orgueil assez élevé. Ça, c'est la personnalité, mais je parle des deux éléments. Oui. Effectivement, je pense que pour cerner la question du cheval barbe, il faut l'aborder de cinq angles. Le premier, je pense que c'est l'aspect mythique. On dit que la déesse Tanit, qui était vénérée par les Constantinois à l'époque païenne, elle a été ramenée par les Phéniciens de la Palestine d'aujourd'hui. Ça, c'est important. De la Palestine. Et tellement que le transit et le voyage étaient à l'aise, elle était à l'aise sur ce cheval, quand elle est arrivée en Algérie, elle accorde à ce cheval bien sûr des faveurs qui ont fait de lui un cheval exceptionnel. Et dans la discussion, on va démontrer de quoi il est exceptionnel et avec quoi il est performant et comme on dit, cheval d'exception. Alors qu'est-ce qui fait de lui un cheval d'exception? C'est quoi exactement? Qu'est-ce qui le rend aussi important? Qu'est-ce qui le rend, je ne sais pas, qu'est-ce qui a fait qu'il n'est pas un cheval comme les autres? Absolument. La première des choses, c'est un petit cheval. Ce n'est pas le grand cheval, il est souple, il est rapide, il est assez agile et ainsi de suite. Et c'est un cheval qui a le sens pratiquement, il est sociable. Il vit dans la proximité de l'humain mieux que n'importe quel cheval dans le monde. Et c'est un cheval très très intelligent. Et d'ailleurs, de lui qu'on a réussi à améliorer l'andalou, qui est le cheval d'exception par rapport à l'élevage et par rapport à la discipline et l'apprentissage, qui fait de lui un cheval de cour de roi. Et la chose la plus importante chez le cheval barbe, c'est que c'est un cheval qui résiste, qui est rapide mais résistant, rustique, qui est adapté à tous les terrains, à tous les reliefs dans lesquels il vit, ou même si on le transpose ailleurs,
ils continuent parce que les Romains, quand ils sont venus, ils l'ont emmené avec eux dans d'autres natures, dans d'autres reliefs, d'autres pays, dans d'autres environnements, peut-être parfois plus... Il a une force d'adaptation exceptionnelle, extraordinaire. On dit que le cheval barbe a une vertèbre en moins par rapport aux autres chevaux. D'accord. Une vertèbre... Ce qui peut sembler être une malformation, mais non, c'est pas une malformation. Peut-être que c'est l'adaptation au relief du nord-africain qui a fait de lui un cheval mixte qui peut être monté pour la guerre, pour l'exhibition et pour le travail de la terre aussi. Je crois qu'on trouve très peu de chevaux qui peuvent faire les trois à la fois. C'est vrai. C'est pas toutes les Dans les guerres antiques et les guerres du pas si lointain, le cheval barbe était la monture la plus adaptée. C'était un cheval très courageux et c'était un cheval qui savait ce qu'il faisait au sein et au cœur de la bataille. Et c'est un cheval qui a été adopté par l'ensemble des armées qui ont écrit l'histoire de l'époque. Chez les Romains, chez les Arabes quand ils sont venus, chez les Phéniciens, et ainsi de suite. Et c'est un cheval qui constitue pour nous un emblème. Et je pense qu'il est là pour démontrer de l'unité culturelle et naturelle du Maghreb et de nord africain, parce qu'il commence par de la Libye jusqu'au Maroc actuel. Et qui fait que cette valeur, elle a plus qu'une importance, parce qu'on la retrouve. On ne peut pas parler des guerres de 100 ans, les guerres puniques, sans parler du cheval barbe. Mais c'est vrai, il a fait partie. Il a fait partie des armées. C'est lui qui transportait, c'est lui qui les chevaliers. Non. Il avait le dernier mot dans les batailles. Il était décisif. Bien sûr, il était décisif. Et la dernière bataille, la troisième bataille de Zama, à 102 avant Jésus-Christ, avec bien sûr qui était décrite par Polybe, l'historien romain, qui était ami à Scipion l'Africain, le général qui a voulu prendre sa revanche de Hannibal. Zama, elle est située à 60 km de Tunis et pas loin de Soqaras. Donc, dans la région. Qu'est-ce qu'il dit, Polybe? Il dit que la bataille, elle a failli être en faveur des Phéniciens, des Carthaginois, et à leur tête Hannibal. Si ce n'était pas l'entrée en matière du cheval barbe et de l'escadron de Massinissa et la tribu des Znetsa. Donc on a sur cette monture, et avec le guerrier ennemi de l'époque, et bien sûr la rationalisation des moyens et des on a pratiquement contribué à l'orientation du cours de l'histoire. Et c'est dit par Polybe en personne. Voilà. Et à travers, bien sûr, avec le cheval barbe, et quand on se met à analyser les conditions qui ont fait que Hannibal a pris le dessus sur Rome, parce qu'il est parti du nord africain, il passe par le Gibraltar, et il rejoint Rome à travers les Alpes, et il a cerné Rome avec quoi? Avec le cheval barbe et avec l'éléphant du Maghreb, et qu'il a joué un rôle moindre, parce qu'il était très vulnérable. Seulement le cheval barbe a fait ses preuves, et il n'y a pas de critique d'histoire. Quand on revoit le tracé, c'est-à-dire bien de Carthage, en passant par l'Espagne, l'Andalousie, et puis rejoindre Rome et cerner avec c'est très loin, c'est un long périple, et c'est pour ça que le cheval barbe a le mérite d'abord de transporter et la cavalerie, les chevaliers, mais aussi les rations, les provisions, voilà, tout ce qui va avec un relief très très difficile à négocier. D'après beaucoup d'historiens, les Phéniciens ont réussi à prendre le dessus sur toute la Méditerranée.
toutes les villes qui étaient autour de la Méditerranée étaient sous l'autorité phénicienne. Et on sait bien que les Phéniciens sont venus du sud de la Syrie et du nord de la Palestine. Voilà, c'est important de revenir. Ils étaient des maîtres du monde à une certaine époque. Et on les appelait Palestiniens dans quelques stations de l'histoire. Qui fait que le cheval barbe est là pour négocier la hauteur et le bienfait, la grandeur et la domination des armées qu'a connues et dans lesquelles il a contribué à réaliser des choses. Alors, si on fait un parallèle et un comparatif, puis surtout le cheval barbe, et puis vous parlez du nord de la Palestine, c'est dire que l'étroitesse du patrimoine commun qu'il y a, attention... Absolument. Ouais. Bien avant cela, c'est les Cananéens, quand ils sont venus. Les Cananéens, ce sont eux qui ont meublé pratiquement le sud de la rive sud de la Méditerranée. Et on leur doit beaucoup, même dans notre langage, même dans notre dialecte, même dans nos traditions, même dans notre manière de négocier notre bonheur et notre dignité. Les Cananéens, ils sont présents dans l'histoire et leur station et leur apport et perdure jusqu'à nos jours. Après les Phéniciens aussi, c'est qu'ils sont la continuité. Et d'ailleurs, quand on se met à faire la chronologie des civilisations qu'a connues notre région, on ne peut pas négliger la phase punique. Qui est très importante, bien sûr. Voilà, et le néopénique, qui est un brassage entre l'identité et la réalité et les éléments identitaires et culturels des autochtones, nos ancêtres, et ceux qui sont venus avec une civilisation, et les Phéniciens ne sont pas venus en dominateurs, ils sont venus en alliés. En alliés, et c'était des commerçants. Et ils nous ont laissé une chose vraiment extraordinaire. Les villes de la côte sud, de la rive sud de la Méditerranée sont situées à 60 km l'une par rapport à l'autre. On prend la proximité des villes. On prend par exemple entre Skikda et Annaba 60 km. Entre Skikda et Jijil 60 km, et ainsi de suite. À vol d'oiseau 60 km. Par rapport à quoi? C'est que les Phéniciens, dans leur époque, ne savaient pas naviguer la nuit. Ils ne connaissaient pas la navigation nocturne. Donc, les possibilités de navigation pour leurs bateaux et leurs moyens, c'était pratiquement 60 km. Ils ne pouvaient pas faire plus de 60 km par jour. Là où ils mouillent leur ramarque, et la coste, ils construisent ce qu'on appelle un comptoir de troc. D'accord. Le comptoir de troc, d'ailleurs, le seul que je constate qu'il est bien entretenu, c'est celui de l'Qala, la vieille cale. La plage de la vieille cale, il est très très bien entretenu. Et on emmagasiné les produits, les huiles, et ainsi de suite. Il est très bien. Bien sûr, les civilisations se sont succédées, puis chacune Il y a une superposition des civilisations. On ne peut pas démontrer tout ça dans toutes les villes, bien sûr, mais la preuve est là. Et tous les historiens et tous ceux qui sont dans le champ de l'analyse de cette époque attestent que c'est dû revenons au cheval barbe. Justement, j'allais dire, si on revient, et lui, dans toute cette histoire de construction des civilisations, il a survécu. Le cheval barbe a été l'ami de l'homme et a été le compagnon et a été l'arme, on peut dire, c'est une arme la force de frappe. La force, voilà. La force de frappe et la force de progrès. Tu sais que les Romains, quand ils sont venus, ils étaient étonnés par ce cheval qui n'avait pas besoin d'harnachement. Il n'avait ni besoin de mort, ni d'étrier, ni de sel. Il savait le conduire à travers une ceinture qu'il dressait autour de son cou.
Et il était très maniable, il était très, comment dire, facile à conduire. Reste une chose, la valeur hippologique du barbe. Qu'est-ce que c'est que le barbe en matière de sang, de chevaux? Ah ben, le barbe, il est derrière beaucoup de races qui font le bonheur et qui font l'essentiel dans les champs de course et qui font l'essentiel dans les champs de saut et ainsi de suite. Si on prend le pedigree c'est l'arbre généalogique en quelque sorte, et on décompose le pedigree du cheval du persan anglais. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve au sommet de ce pedigree, parce que le persan anglais, c'est pas vraiment un pur sang. Parce qu'avant, on parlait de sang pur. Le cheval barbe, c'est un sang pur. Parce que génétiquement, il n'y a pas eu de croisement. Mais le persan anglais, c'est un croisement. Il est issu de croisement d'autres. Hybride d'une manipulation génétique et d'un croisement. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve au sommet de cette composition un cheval barbe. Et si on décompose ce qui fait le bonheur des champs de saut, ce qui est le sel français, qu'est-ce qu'on en trouve? On trouve il n'est que le fruit, le sel français, d'un croisement entre le persan anglais et une race autochtone de France qui est le camarguais, avec d'autres, bien sûr, éléments, et par conséquent, génétiquement, ça veut dire que le sang du barbe, il est dans les veines. L'andalou, pratiquement beaucoup de races dans le monde, il est là pour... Là, vous êtes en train de donner pratiquement une carte d'identité du cheval barbe. Alors, aujourd'hui, je sais que le cheval barbe, peut-être, ça c'est pour terminer le débat, parce que sinon, il faudrait des heures, tellement il est intéressant à suivre. Hein. Qu'est-ce qu'on doit faire justement pour le préserver? Parce que c'est un cheval qui s'identifie à notre personnalité. Avant de répondre à cette question, je tiens à étaler un petit peu la discussion autour de son importance durant le Moyen-Âge. On n'a pas beaucoup de temps, attention. Le Moyen-Âge, on peut parler de l'âge d'or du cheval barbe. Le cheval barbe était la monture de beaucoup de rois d'Europe, et notamment le roi Soleil. Et Bonaparte, son initiation au sport équestre, c'était sur un cheval barbe. Et le barbe était vraiment un luxe. Et d'ailleurs, ils étaient étonnés à un certain temps, au XVe siècle, quand un roi ou un riche a ramené un barbe de la Numidie, ou de l'Afrique du Nord, et ils ont constaté qu'il peut monter 32 marches d'escalier, sans qu'il tombe, Et dans l'histoire, il a marqué des choses extraordinaires. Alexandre le Grand, sa monture, Bichyphalais, 365 ans avant Jésus-Christ, l'essentiel qu'a réalisé Alexandre le Grand, c'était sur un cheval barbe, Bicéphale, et Mastanabal, en 105 ans avant Jésus-Christ, il a ramené les 4 trophées d'or lors des Jeux panathéniens sur la croupe d'un cheval barbe. Mastanabal, qui est le fils de Massinis et le père de Jugurtha, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le cheval barbe? Voilà. Je pense que le cheval barbe a été trop délaissé. Et maintenant, on a des difficultés à trouver un cheval qui correspond, qui conforme aux standards scientifiques du barbe, vu les croisements, vu ainsi de suite. Et je pense qu'on a besoin de repenser la politique de la préservation et de la promotion de ce cheval. Parce que nos voisins, ils sont en train de faire de lui une véritable identité, un véritable passe-partout dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de Kada. Nous sommes là, et croyez-moi que, surtout à Constantine, le cheval souffre. La station de Mantes, j'ai vu un cheval qui mangeait ses crottes. Et c'est vraiment scandaleux et malheureux. Et je tiens à lancer un appel à toute personne et tous les responsables qui ont quelque chose à faire pour ce cheval, et notamment le ministre de l'Agriculture, M. Louali, le président de la République. Toutes les autorités qui peuvent aider. Le cheval
elle est notre véritable identité et notre véritable facette qui a tenu contre vent et marée depuis l'Antiquité, depuis l'ère des temps. Qui a traversé l'histoire. Et ça serait vraiment malheureux et ça serait vraiment honteux, à mon sens, de le voir souffrir de cette manière. Et je tiens à remercier et à rendre hommage à ceux qui ont su l'insérer dans un intérêt quelconque, et notamment la Fantasia. C'est vrai que, moi, juste pour terminer, la Fantasia, elle utilise le cheval barbe qui est là, et c'est impressionnant. Et bon, les associations culturelles qui utilisent encore, parce que heureusement qu'il y a des gens qui préservent un peu, mais ça ne suffit pas. Il faudrait peut-être une grande politique, on va dire, pour justement préserver et soutenir la préservation du cheval barbe. Je pense que c'est une question de politique. Tu sais que le cheval barbe génère à la caisse d'État de la France 12 milliards, le cheval tout court, 12 milliards d'euros par an, peut-être plus. Chez nous, on n'a pas su trouver la bonne politique pour pouvoir le rendre premièrement rentable, le rendre vendable, si le terme est valable, et ainsi de suite. C'est qu'un persan arabe, il a été vendu à la valeur de 365 milliards de notre argent. Donc c'est une plus-value, attention, ne pas négliger. Et d'ailleurs, pour vous dire à combien on tient on est obligé de l'entretenir. À chaque fois qu'il y a un président qui vient ou a une personnalité qui est distinguée, on lui offre un cheval. Boumediene Rabbi Rahmou a offert à Giscard d'Estaing un certain Oussal, un étalon extraordinaire. Sarkozy, quand il est venu à Constantine, Bouteflika lui a offert un Rabbi Rahmou Khair, et ainsi de suite. Et Khair, je te fais savoir, et je fais savoir, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui a débattu. Et je tiens à rendre hommage à Ami Mohamed Belkhouane, Rabbi Yarhamou, qui a, c'est vrai que c'était 15 فارس الفرسان, وسيتي ما نقولش لا ديرنيير فيغور, لكن سيتي اون فيغور اللي عشنا معها وشفناها, وكانت كان vraiment il aimait beaucoup le cheval, et c'était son amour يعني presque unique dans la vie, et il a fait tout pour la préservation et la promotion du cheval, ainsi que le Hajj Madassi de la région de Sétif, Ain el-Hajr, كان صديقي, il a fait beaucoup pour le cheval. Et pour la préservation, je pense qu'il y a une organisation mondiale dont je suis membre, l'OMCB, l'Organisation mondiale de préservation du cheval barbe. Nous sommes en train de faire un travail, mais le travail il a à travers une politique qui aide. C'est vrai que l'État, j'allais dire, parce qu'il y a beaucoup de centripiques, il y a beaucoup d'associations qui sont en train de perpétuer la tradition de l'élevage et de la préservation du cheval barbe. Mais peut-être ça ne suffit pas pour un regain d'intérêt comme il y a pour le costume traditionnel, pour tout ce qui fait partie du patrimoine. Alors, juste une petite phrase pour conclure, parce qu'on arrive à la fin. Oui. À vous de conclure. À moi de conclure. Je peux réciter un peu de poésie populaire. Allez, parce c'est sans transition, parce qu'on va parler de poésie dans le dernier peuple. Sans transition. Je dirais que notre cher cheval a besoin de plus d'efforts, a besoin de plus d'attention, a besoin de plus de considération, et sans cette action, on va perdre l'un des piliers de notre identité et de notre, je dirais, existence. Parce que quelqu'un qui connaît l'histoire, quelqu'un qui est certain que le présent n'est que le fruit et le prolongement du passé, je pense que le cheval est le fil conducteur de toutes les stations de notre histoire et de toutes les stations de notre dignité et de notre grandeur. Et merci. Où est la poésie? نقبلوها. نقبلوها. On l'accepte. Un peu de poésie, ça fait pas mal. واحد من الجلفة, qui était un grand berceau de l'élevage du barbe, شام الجلفة, il s'est installé à Alger, وتفكر الايام هذوك de l'époque وين كان, يقول توحشت ولادنا يلجار بجار,
ولا من جا من شورهم قلت نسالو درية المقبول خلى في نطار هدا من صوار عنهم يطوالو ما دارك بس من محاصن للمشوار جمع حسام عوداتي في الشول القلبه والو ابيض تلج حسوم طاح على الوعار والله نعتو صفر يهب من حالو والعطره كي نورت الكدار لا لزوم حمراء والعطره كي نورت الكدار خبله في الزين من شاف هايز كمالو كفل وجبه والمفاصل بالتنجار عنق صار ذات هو الوسط بحار يعجبك ذا العود ما احسن تفصالو وسروج المجبود اللي تغني مشرار تاع بالعقرب والطير نجمه وهلالو والفرسان الطيور حافت على الوعار بحال الغرب على كاف ديره يدخلوا. Merci beaucoup. Ça nous permet aussi de transiter vers le troisième invité qui est un poète, Douadi Boussela, que nous allons recevoir juste après cette hymne, moi je l'appelle hymne, cette dernière chanson de Bouhbila Abdelrahman dédiée à la Palestine et qui nous mobilise tous, parce qu'on reste mobilisés et on reste solidaires avec nos frères palestiniens qui chaque jour meurent et sont massacrés au vu et au su du monde entier qui reste passif. Mais nous, en tant qu'Algériens, on est là, on est présents, on est solidaires. Merci Mohamed Al-Almi. Et puis on vous souhaite bon courage, à très bientôt, Inch'Allah. Et voilà, je vous laisse en compagnie de Bouhbila Abdelrahman. Ensuite, nous recevrons Douadi Boussela. أرض العزة أرض التين والزيتون ارفع رايات النصر لا تخضع لبني صهيون غزة أرض العزة أرض التين والزيتون ارفع رايات النصر لا تخضع لبني صهيون يا رامي الحجر الصامت ثائر دوما ومجاهد يا رامي الحجر الصامت ثائر دوما ومجاهد وبرغم الظلمة منصور وبرغم القسوة عائد وبرغم الظلمة منصور وبرغم القسوة عائد 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 يا رامي لا تيأس لا تخشى ظلم الناس فجهادك هذا أخي فيه سبيل لخلاص يا رامي لا تيأس لا تخشى ظلم الناس فجهادك هذا أخي فيه سبيل لخلاص ارفع يا رامي سلاحك قرآنك يشفي جراحك ارفع يا رامي سلاحك قرآنك يشفي جراحك فالحجر سيمحو الباطل وستأتي شمس صباحك فالحجر سيمحو الباطل وستأتي شمس صباحك عائد 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 يا شيخا كنت قائدا ورفعت رايات الدين بجوار الله شهيدا يا أحمد يا ابن ياسين يا شيخا كنت قائدا ورفعت رايات الدين بجوار الله شهيدا يا أحمد يا ابن ياسين يا شيخا عالي الهمة أيقظ بجهاده أمة يا شيخا عالي الهمة أيقظ بجهاده أمة في الله سنأمل دوما لا في سلام أو قمة في الله سنأمل دوما لا في سلام أو قمة عائد 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 يا قدس عهد منا أن نبقى فيك رجال فالنصر وإما الجنة مطلب يصنع أبطال يا قدس عهد منا أن نبقى فيك رجال فالنصر وإما الجنة مطلب يصنع أبطال إنا أجناد الله نحيا صناع حياة إنا أجناد الله نحيا صناع حياة سنجيب نداء الداعي إن قال وإسلاما سنجيب نداء الداعي إن قال وإسلاما عائد عائد يا أمتنا لا تهني فسنعلو بدين الله فسنعلو بدين الله بالروح
يمين النفد صوت الحق وصدى يا أمتنا لا تهني فسنعل بدين الله بالروح يمين النفد صوت الحق وصدى هنا غزة الحرة تنادي هنا نصر وكسر معادي هنا غزة الحرة تنادي هنا نصر وكسر معادي هنا يهتف أقصانا دوما عائد يا جيش بلادي هنا يهتف أقصانا دوما عائد يا جيش بلادي ثائر كالبركان حرر أقصانا نعلو نمحو قيد الطغيان من غزة سنفجرها والضفة سنحررها من غزة سنفجرها والضفة سنحررها من عكا نهتف دوما عائد جيش الرحمن من عكا نهتف دوما عائد جيش الرحمن عائد عائد عائد. Voilà, c'était Abderrahmane Bouhbila, et puis c'est toujours en solidarité avec nos frères palestiniens. Je vous rappelle que bien, toutes sortes de manifestations se tiennent un peu partout à travers le territoire national en solidarité avec nos frères palestiniens, et notamment nous avons assisté il y a quelques jours à un récital, une plateforme de poésie toute dédiée à la Palestine, et nous avons profité pour inviter notre ami Douadi Boussela qui est poète. Marhaba bik, d'abord bonjour, merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Ben non, l'invitation, comme on dit, c'est vous qui vous êtes invité, parce que là, en tant que d'abord homme de culture, vous êtes d'abord, je vais vous présenter sommairement, vous êtes un ancien de l'éducation, vous êtes un retraité, ex-inspecteur de l'éducation, c'est ça, de l'éducation nationale, mais une fois à la retraite, je crois que vous vous êtes reconverti converti plutôt, voilà, oui, à l'écriture, et ça a donné plusieurs romans. Plusieurs recueils de poésie. Surtout. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on voit beaucoup plus de romans que de poésie. Alors, vous êtes resté fidèle. Le roman, c'est la mode, c'est en émergence. Le roman vacille un peu trop, plus que la poésie, mais la poésie n'est pas délaissée. Elle a toujours son dernier mot. Voilà. Pour preuve, vous produisez toujours de la poésie. Et l'homme de lettres algérien, de par son histoire, il est engagé. Il est engagé, il est fantastique, il est fort. Je le constate d'après les journées du manuscrit francophone, chaque année, les Algériens ont fait frappe. Bien sûr, frappe très fort, et sont là par leur production littéraire. Alors c'est vrai que le week-end passé, à la bibliothèque Nator Mustafa de Constantine, bibliothèque centrale, on a assisté avec vous, mais ce qui est bien, c'est qu'il y avait beaucoup de poètes, beaucoup de productions poétiques dans les deux langues, qui sont venus montrer leur solidarité avec nos frères palestiniens. Oui, on est toujours solidaire avec le peuple palestinien. Le poète ne va pas rester impartial. Il faut qu'il démontre sa position. Il se met en garde en dénonçant ces massacres inhumains. Il n'y a pas de mots pour qualifier. Il n'y a pas de mots pour qualifier ces horreurs. Alors le poète, il est là. Il dénonce fort ce massacre, cette terreur. Alors, cette horreur, elle ne vous laisse pas indifférent. Oui. Vous êtes là, et puis vous avez produit. Bon, je vous ai écouté en train de lire. Bon, je crois que vous avez ramené un poème. Et c'est bien de montrer tout ce que peut écrire, tout ce que peut produire un poète en ces moments. Hein, ça, c'est. Alors, je vous demande de dire, voilà, prenez vos lunettes. Bien sûr. Très bien. J'ai écrit un poème, un cri, c'est-à-dire c'est un cri. Le poète dénonce
Voilà, le cri d'un poète pour dénoncer ce qui se passe. Cette horreur. Cri de douleur. Du plus haut des sommets au plus bas de la terre, des fonds des océans au ressac de la mer, les cris de douleur envahissent l'atmosphère, la cruauté et l'horreur font gémir les pierres. Aussi rudes que les roches, ce cœur perfide, leurs mains ensanglantées d'idéologies fétides, la perpétuant par des actes génocides, coupables de blasphème et propos fratricides. Hymne pour la paix, tels les psaumes de Gilbert, des mots comme des rafales étouffant la guerre, récitant d'invocations et saluts des prières, chant de l'enfant terrorisé pleurant sa mère. En vain ces tueries, ces combats insipides, ces méfaits malsains, lépreux et morbides, en plein gosier s'élèvent des appels lucides, comme des cris d'effroi déplorant l'homicide. Palestine, Palestine, liberté, Palestine, salut aux braves de cette terre divine, combat acharné face aux maudites victimes de l'ennemi, le plongeant dans la débine. Ah, si j'étais cuirassier ou mousquetaire, j'irais combattre ce malheur en solitaire, face à la mort contre ces engins militaires déplorant leurs méfaits, jugulant ce calvaire. En harmonie, je chanterai 1000 préludes pour une paix espérée, les cœurs sont avides. La prophétie d'Allah, Mohammed et David, noir ou blanc, la justice divine et leur guide. Ça, c'est vrai que dans les moments où on dit que l'inspiration vient pour justement décrire cette horreur. Le poète, comme je l'avais dit, ne peut rester impartial. Il faut qu'il montre sa position, surtout en ces temps de guerre, ces temps d'atrocité et de génocide féroce. Alors, vous n'êtes pas le seul. Heureusement, il y a beaucoup de poètes et vous vous rencontrez régulièrement pour justement échanger vos dernières productions littéraires, c'est ça? Nous sommes, à chaque fois que les associations nous envoient des invitations sur email, l'association, ce soit, on se rencontre soit à Melk Haddad, la Maison de la Culture, soit à la Bibliothèque nationale Mustafa Ntour, ou bien à Mila. Justement, j'allais vous dire, même à Mila, même des fois, on se déplace dans les petites communes pour essayer de bouger, enfin, le côté culturel qui reste un peu... parfois délaissé, il faut dire, que le côté culturel il est parfois délaissé, mais c'est un moyen aussi de soutien, c'est un moyen de soutien, essayer de trouver des moyens pour régénérer enfin la culture dans les petites communes qui restent un peu isolées, des petites communes, qui vivent dans l'inertie. C'est vrai que l'inertie, vous êêtes contre, et c'est pour ça que même après la retraite, vous êtes un peu... Alors, avant de lire le passage du roman, qui est aussi un petit passage qui parle de la Palestine, on va, juste pour nos amis téléspectateurs, juste pour voir comment se déroulent ces moments de récital poétique, où les poètes se rencontrent. Nous, on était avec nos amis de l'association qui a organisé cette rencontre poétique à la bibliothèque Mustafa Ntour de Constantine. Quelques images, et puis nous allons revenir pour continuer à parler, d'abord de l'importance de l'homme de lettres dans ce genre de combat. Voilà. لهذه اللقاءات هو أضعف الإيمان، لأن الشاعر هو رسالي والأدب رسالة، والشاعر ليس مطالبا بأن يحمل روحه على راحته، لكن عليه
أن يقف الموقف عندما يتطلب الأمر ذلك. ونحن اليوم أمام حالة يعني خاصة، ثورة أخرى. أنا أعتقد بأن 7 أكتوبر بإذن الله في فلسطين سيكون بمثابة أول نوفمبر الجزائري، وسيؤثر على الأدب وعلى الفكر وعلى الثقافة، لأن ما يحدث هو أمر غير عادي. والشعراء والأدباء مطالبون بأن يصدحوا بأشعارهم وبكتاباتهم ويعبروا عن مواقفهم بكل شجاعة دون أن يخافوا في الله لومة لائم. طبعا قمنا بهذه الأسبوعة الشعرية حول موضوع حول فلسطين تضامنا مع إخواننا في غزة وفي فلسطين، لما تأثيرا لما عانته من تشريد وتقتيل وإجرام في حقهم من طرف الصهاينة الجبابرة. ذنبهم الوحيد أنهم طلبوا بحريتهم، طلبوا بأن يعيشوا في أرضهم أحرارا، لكن الصهاينة الغزاة أبوا إلا أن يدمروا الشعب الفلسطيني، دمروا التراث الفلسطيني، وأرادوا أن يدمروا كلية الإنسان الفلسطيني، بل أرادوا أن يقرضوه من الأرض كلية. لكن قوة الشعب الفلسطيني وإرادتهم وإيمانهم القوي بفضل تمسكهم بالدين الإسلامي. نلتقي اليوم في هذا المنتدى، منتدى الكتاب في طبعته الخامسة بالمكتبة الرئيسية مصطفى نطور، نصرة للقضية الفلسطينية، القضية الأم. هذه القضية التي نعيش معها منذ 48 لن نحيد عن مسارنا. نحن وغزة الجريحة نعيش الوضع بكل جوارحنا، بكل مأساتنا، ولكن ما يثلج الصدور هو إيمان أهل غزة حد ذاتهم، وهم يقصفون، ولكن لن يحيدوا عن طلبهم للحرية. وهذا هو النصر، وهذه هي القوة التي لا يملكها الصهاينة. بغزة السحر أسرار لها خلصت، من سدرة المنتهى حطت معانيها، تنأى المدائن أجيالا تطاردها، تغدو لها حلما يغزو لياليها. لكن ملحمة الروح سوسنة، للنحل موعدها يا من يناديها. إني رأيت الدم الغزي في حلل، العشق طرزها حتى حواشيها. بغزة الصبر تفسير لبلوانا، الشمس ملك يد والجبن ناسيها. جزيرة العز بالأقصى مراكبها، كانت لأوراس أعلام توشيها. أوطاننا تحف أغلى إذا بليت، من قال أعشقها كنزا سيهديها. لنا فلسطين رغم الأسر سيدة الدنيا، دم الشهداء أغلى لياليها. Très beau poème de Nadir Tayar, professeur de mathématiques, mais poète. Et quel poète par excellence. Par excellence. Il y a plusieurs fois nominé, ces poèmes ont été nominés. C'est quelqu'un quand même qui produit régulièrement et je crois qu'un de ces prochains jours, on va l'inviter dans nos émissions, il sera le bienvenu. Alors, c'est vrai que parfois, l'homme de lettres, le poète, écrit des choses et parfois, ça peut prendre les allures d'une prémonition, hein, c'est ça. Des fois, on se demande quelle énergie nous envoie ces images. À décrire ces images. Voilà. Alors, là, vous avez entre les deux, entre vos mains, votre roman Deux villes et un destin. Je le montrerai après. Mais Deux villes et un destin. Alors, c'est quoi exactement comme histoire?
C'est une histoire d'un jeune Palestinien de Gaza, orphelin. Il s'est retrouvé adopté par sa mère. En plus, il a vécu une vie atroce bien sûr, l'oppression sioniste. Voilà. Il a été, durant l'intifada, la deuxième intifada, il a été emprisonné. Il est sorti de prison par miracle. Ensuite, il s'est caché un peu partout. Alors, il a retrouvé un certain docteur qui l'a incorporé dans, comment dirais-je, l'association des réfugiés. Des réfugiés. Ensuite, mais sincèrement, sa grand-mère est morte. Alors, je décris ce passage de l'enterrement de sa grand-mère. Ah, d'accord. Avant qu'il s'évade à l'extérieur en Ukraine. Alors, je rappelle juste que ce livre, vous l'avez écrit, il est sorti en 2022, l'année passée, c'est un roman. Oui, et comment vous est venue l'idée de raconter l'histoire d'un Palestinien? Ah, bien sûr, la Palestine était dans le cœur des Algériens. Ouais, ça ne date pas d'hier, c'est pas depuis le 7 octobre, non. C'est depuis longtemps. Ouais. Depuis longtemps, les Algériens tous prennent la question palestinienne comme ils ne sont pas libres tant que la Palestine est occupée. Et là, vous décrivez vraiment les tribulations d'un pour Palestinien. dénoncer les crimes sionistes, etc. Et là, dans le livre, vous décrivez toute l'histoire. Alors, j'aimerais bien que vous nous lisiez un petit passage, justement un passage poignant et émouvant de l'enterrement de la grand-mère, sa grand-mère, voilà, du héros de votre roman, qui, je rappelle, est palestinien. Palestinien qui est Fers el-Ghazi. En ce moment, j'étais laissé emporter en criant avec eux des rangs d'enterrement. Même les paroles de ferveur qui m'avaient rendu le cœur et l'âme à leurs états initiaux. Ils avaient éveillé ma conscience qui s'était assoupie un certain moment loin des émeutes. Aussi, ils m'avaient fait oublier les funérailles de ma chère grand-mère pour penser à ces jeunes martyrs que je ne connaissais pas, mais peut-être ils étaient de mon âge. Ou peut-être moins, mes pensées s'envolaient ailleurs. Je pensais à leurs parents, à leurs proches, aussi à ces sacrifices que nos patriotes donnaient à cette terre sainte. L'enterrement avait pris un bout de temps et une demi-heure ou plus, puisqu'on avait assisté à 3 obsèques ce jour-là. En terminant, l'imam présent sur les lieux avait appelé à la récitation de la Fatiha et les âmes sur les âmes des feux martyrs et ma grand-mère. La foule s'était dissipée, me retrouvant seul, contemplant la tombe, méditant le sort de l'être humain. J'avais cru être seul dans la nécropole. Soudain, je fus surpris par ce cri d'une femme pleurnicharde, encore devant une de ces tombes, pleurant à haute voix son fils assassiné par les balles de la traîtrise israélienne. Cela m'avait beaucoup touché. J'avais pleuré moi aussi, non seulement ma grand-mère, mais aussi mon sort misérable. Puis j'étais sorti en essuyant mes larmes en direction du camp. C'est très émouvant parce que c'est vrai que des fois, la douleur des autres atténue votre douleur. Bon, je prends le livre pour le montrer, parce que j'ai demandé à mon ami Bilal de nous cadrer, bien sûr, sur ce livre qui est quand même impressionnant. Pourquoi? Parce que c'est d'abord l'histoire, le héros palestinien. Ça, c'est, voilà, Fers el-Ghazi, vous racontez toute son histoire. Et là, il est sorti en 2022. C'est deux villes, un destin. Deux villes, un destin. Voilà. Et l'idée de raconter tout ça à travers un roman. Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a encouragé à écrire? C'est toujours la question palestinienne qui est toujours d'actualité depuis 1948. Oui. D'ailleurs, le 29 novembre sera la journée de solidarité avec le peuple palestinien. Les deux héros de ce roman se retrouvent des réfugiés.
des réfugiés, même la femme, son épouse, ils se sont retrouvés parce qu'ils sont réfugiés. Faisal Ghazi s'est réfugié en Ukraine. Il s'est marié. Ensuite, la guerre a éclaté. Et ça, vous le racontez. Ils se sont retrouvés tous les deux réfugiés. Ça, c'est le fruit de l'imagination d'un poète. Voilà. Non, en tout cas, d'abord, vous soutenez votre engagement. Juste le temps de préparer votre dernier poème. Je vais vous montrer, bien sûr, au moins vos derniers poèmes. Voilà, le recueil d'abord. Rime pastorale, c'est aussi le dernier recueil de poèmes. Le 23. 2023. 2023, ça vraiment c'est le dernier recueil qui est sorti. Voilà, c'est toujours Douadi Boussela. Et puis voilà l'autre, un plus ancien, Effluve de la Vallée. Celui-là, il a été nominé à la journée du manuscrit francophone en 2021. Très bien. Avec Ben Dakhis qui a pris le. Donc c'est quand même des écrits poétiques. Voilà. Et oui, c'est pas n'importe quel écrit. Voilà, c'est imprimé. Voilà, donc je crois juste, bien sûr, un poète ne s'exprime que par sa poésie. Voilà, donc c'est pour ça que j'allais vous demander de prendre vos lunettes et de nous lire un autre poème que vous aviez écrit spécialement pour montrer votre solidarité avec nos frères palestiniens. Volontiers, merci. Cris émanant des tombes, des gouffres sanglants des tombes, émanés des cris de détresse, rapportant les pleurs des bombes au paradis échappant à l'ogresse. Le martyr qui est touché aux lombes, à trépas contestant sa jeunesse, et l'invalide marchant sur une jambe, il déplore la folie et le stress. L'enfant naïf, sain comme une colombe, sa mère mourut s'échappant de justesse. Brave guerrier décampant à l'hécatombe, implore la pitié et le salut pour sa face. Dans son cartable d'écolier une adresse, assurant le courrier comme une colombe, oisif il déteste cet état de maladresse, vint dos au mur des méfaits qu'il incombe, cavalier preux galopant sur les combes, se voit défier le temps pour qui oppresse, pour sauver des vies humaines comme une trombe. Aujourd'hui, la sang, il réclame sa grâce. Merci beaucoup, Douadi Boussela, qui écrit d'une manière extraordinaire. C'est superbe, beau, et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Là, c'est bien, là, on vous a invité il y a 2 ans, je crois, en tant que poète, mais voilà, vous n'aviez pas encore écrit ce roman sur la Palestine. Le recueil de poésie. Le recueil et le roman. Très bien, on va le remontrer encore une fois. De Ville, un destin. C'est l'histoire de Faisal Ghazi, de Gaza. De Gaza, oui. Voilà, et c'est un livre qui est sorti en 2022 et qui raconte justement comme une prémonition les souffrances de nos frères palestiniens. Voilà, et c'est très bien écrit, ça, je vous assure que c'est d'une manière... voilà, et puis c'est l'engagement. C'est l'engagement, oui, c'est l'engagement. C'est l'engagement de... C'est les émotions. Il faut extérioriser les émotions. Et il ne faut pas se laisser... Il ne faut pas les garder. Il ne faut pas les garder. Là, et en tout cas, vous les faites sortir très bien sur l'écrit. Là, je vous assure que vos livres sont un véritable régal, d'abord pour la lecture et aussi, mais en termes d'engagement. Malheureusement, qui ne sont pas vendus en Algérie. J'espère, j'espère qu'on pourra les acquérir de toute façon. J'espère qu'ils seront distribués parce qu'ils sont vendus un peu partout en Europe, mais pas encore en Algérie. On essaiera, Inch'Allah, que ça sera, ça sera peut-être le début d'une longue histoire et puis surtout pour une découverte de Douadi Boussela. Je vous rappelle que les livres sont disponibles et c'est très intéressant. Moi, en tout cas, j'ai lu quelques passages. J'ai pas tout lu. Et Amazon. Voilà. Merci beaucoup, Douadi Boussela. Je vous rappelle que vous êtes poète. Vous nous venez de la petite ville de Garem. C'est pareil. C'est pour être plus précis. An-Nouchali. Voilà. Syriana. Voilà, qui est juste à côté dans la wilaya de Mila. Voilà. Je termine par faire un petit coucou à notre ami Ben Marsoula Rachid, qui est
est un peu souffrant. J'espère qu'il va guérir un peu et se porter très bien. Je rappelle aussi, et juste avant de nous quitter, nos plus sincères condoléances à notre ami Nazar Qbaili qui vient juste de perdre son papa, Rabbi Yarhamou, et on lui présente encore une fois nos plus sincères condoléances. Je vais remercier Nabil Agoubi, toute l'équipe de la station régionale qui étaient tous mobilisés depuis tôt le matin pour ce Bonjour d'Algérie. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve, Inch'Allah, mardi prochain pour une autre émission. Au revoir.